et bienvenue à Psy. Chacun de nous est coupable, mais moi plus que les autres, disait, pour paraphraser Dostoïevski. Enfin, je pense que c'était à peu près ces mots. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, André Comte-Sponville. Pour parler de ce vaste sujet de la culpabilité, j'ai invité donc un philosophe, André Comte-Sponville. Vous avez publié aux Presses universitaires de France le dictionnaire philosophique et vous avez fait paraître au Seuil le petit traité des grandes vertus, livre qui a connu un grand succès. Alors, Nicole Jamet, vous êtes psychothérapeute et psychanalyste et professeur. Et vous avez publié au PUF et chez Odile Jacob Les violences morales et les destins de la culpabilité, qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, vous parlez notamment de la figure de Moïse, dont on reparlera pendant l'émission. Alors, André Comte-Sponville, je vais peut-être vous laisser, puisque vous en faites la définition dans votre dictionnaire, nous définir ce que c'est que la culpabilité pour vous en tant que philosophe. Écoutez, il me semble que la culpabilité, c'est être ou se sentir responsable d'une faute accomplie délibérément, c'est-à-dire en sachant qu'elle était une faute. Et c'est pourquoi les deux notions de responsabilité et de culpabilité ne sont pas synonymes. Si vous voulez, on a été choqué quand Georgina Dufoy, ministre, se disait responsable mais non coupable. Je n'ai pas jugé de l'affaire en question, mais je crois qu'en effet, on peut être responsable mais non coupable. On est responsable à chaque fois qu'on a accompli une faute. Mais on n'est coupable que si on a accompli en sachant qu'elle était une faute. Prenons un élève qui fait une dictée, il fait des fautes d'orthographe. Il en est responsable. Il ne va pas demander qu'on donne la mauvaise note à quelqu'un d'autre que lui. Mais il n'en est pas coupable, puisqu'il ne savait pas que c'était une faute d'orthographe. Donc pour qu'il y ait culpabilité, puisque c'est l'objet du jour, il faut qu'on soit responsable, c'est-à-dire cause de quelque chose, ou qu'on se croit la cause de quelque chose. Il faut qu'on sache que cette chose est une faute. Enfin, troisièmement, il faut qu'on ait le sentiment de l'avoir accompli librement. Et je crois que c'est là où la notion de culpabilité touche à la morale. C'est qu'au fond, je ne suis coupable que si j'avais le choix au moment où j'ai accompli l'action. Alors, j'ai envie de vous faire réagir tout de suite, Nicole Jamet, parce que cette question la question de la liberté, et surtout la question d'avoir accompli quelque chose délibérément, du point de vue de la psychanalyste que vous êtes et de la culpabilité inconsciente, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème parce que ce dont vous parlez, c'est de la culpabilité consciente, c'est-à-dire que j'ai pu accéder au sentiment que c'est moi qui ai fait cet acte, etc. Mais ce que Freud découvre, c'est le sentiment de culpabilité inconsciente. Et là, je ne suis ni responsable ni coupable, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que au départ de la vie, je crois que on fait tous l'expérience d'un déplaisir quand la satisfaction n'arrive pas, etc. Et à ce moment-là, de sentiments de haine ou d'envie, etc., qui provoquent des sentiments de culpabilité en lien avec ce que Mélanie Klein théorise comme le surmoi, un juge à l'intérieur de soi qui vient nous condamner. Mais cette culpabilité, il va falloir qu'elle puisse devenir consciente, et ça va être tout un travail qui va se faire ou non. Et la culpabilité inconsciente peut être tout à fait terrible, parce que pour beaucoup d'entre nous, il n'y a pas ce sentiment d'être soi-même coupable de ses actes. Et à ce moment-là, mais la culpabilité, de toute façon, elle est là, mais on n'en a pas conscience. Et si on n'en a pas conscience, alors elle va nous mener et nous faire agir de façon, soit en retournant l'agressivité contre soi, soit en attaquant les autres, mais sans qu'on en ait conscience. Et ça, alors c'est difficile à théoriser, et Freud le disait, ce sentiment de culpabilité inconscient est très difficile à théoriser, mais en même temps, ça reste quelque chose. Et il va même plus loin, puisqu'il dit que il y a des criminels qui sont criminels par culpabilité inconsciente, c'est-à-dire que le sentiment est antérieur à l'acte. C'est-à-dire qu'en fait, ils font l'acte pour rattraper, ou en tout cas pour finalement qu'il y ait une sorte de correspondance dans la réalité avec un sentiment qu'ils vivent précédemment. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un débat, ou est-ce que ça vous fait sauter au plafond cette idée non, ça ne fait pas sauter au plafond du tout. Simplement, effectivement, nous ne parlons pas de la même chose, ou on ne donne pas le même sens au mot culpabilité.
ce qu'évoque Nicole Jamet existe évidemment. Enfin, c'est bien connu dans la psychopathologie, dans la clinique, dans la psychanalyse. Mais ça n'est pas en ce sens, évidemment, que je prenais culpabilité. Alors, pour trouver le lien entre ces deux notions, je crois que le paradoxe de la notion de culpabilité inconsciente, dont je ne conteste en rien la pertinence, mais son paradoxe, c'est que justement, elle ne relève pas de la liberté. C'est-à-dire que par définition, l'inconscient n'est pas soumis au libre arbitre, et Freud l'a toujours dit. Si bien qu'il me semble, mais là vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais que le travail d'une cure analytique, par exemple, c'est justement de passer d'une culpabilité inconsciente à ce que j'appellerais une miséricorde consciente, c'est-à-dire miséricorde vis-à-vis de soi-même. La miséricorde bien ordonnée commence par soi-même, si vous voulez, mais ne s'y arrête pas. C'est-à-dire qu'on comprend qu'au fond, cette culpabilité, je me reprochais quelque chose dont je n'étais pas vraiment responsable, puisque je n'avais pas le choix, puisqu'il n'y a de choix, au fond, que pour la conscience, et encore, à savoir si ce choix est vraiment libre, ce qui est un autre problème. C'est bien qu'en effet, je dirais que cette culpabilité inconsciente, elle est au départ, et je pense sans doute que Freud a raison, mais ça n'est pas ma partie, si vous voulez, et que toute la question, c'est d'en sortir. Simplement, alors, là où je crois, où l'on atteint un problème vraiment important, et spécialement à notre époque, c'est que certains vont se servir de la psychanalyse, certes, pour sortir de cette culpabilité inconsciente, pour aboutir à ce que j'appelle la miséricorde consciente, mais vont tordre le bâton trop loin dans l'autre sens en se disant, puisqu'il y a un inconscient, je ne suis plus responsable de rien. Alors moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, chacun est innocent de soi, puisqu'au fond, personne n'a choisi d'être ce qu'il est, n'a choisi ni son corps, ni son enfance, ni son inconscient, mais responsable de ses actes, si vous voulez. Et alors, je dirais que d'un point de vue philosophique, et indépendamment là de la psychanalyse, je crois qu'en effet, c'est un immense progrès de passer de cette culpabilité inconsciente à ce que j'appelais cette miséricorde consciente, à condition de ne pas tomber pour autant dans l'irresponsabilité, si vous voulez. Alors je dirais que de même, d'un point de vue alors purement philosophique, ce que j'essaye de faire, quant à moi, s'agissant de la morale, c'est de sortir d'une morale de la culpabilisation, si vous voulez, qui est un petit peu la morale judéo-chrétienne de nos parents ou de nos grands-parents, pour aboutir à une morale de la responsabilité, et non pas à un immoralisme irresponsable. Oui, alors, la culpabilité inconsciente, bon, on la connaît tous, mais le problème, c'est que c'est pas seulement la psychanalyse qui va permettre de passer à la conscience, c'est déjà dans la relation mère-enfant que la mère a charge, justement, de lier pour l'enfant les sentiments d'amour et de haine que lui ne peut pas lier, parce que quand il ressent des sentiments de haine, ça le met dans une forte insécurité et dans un sentiment de détresse, et c'est le rôle, alors là, le rôle de la mère va être déterminant, parce que si la mère peut reconnaître les mauvais sentiments, entre guillemets, chez l'enfant, et elle-même pouvoir se reconnaître agressive, etc., elle va faire l'expérience à l'enfant que les sentiments négatifs font partie de la relation vivante et font partie de l'amour. Alors qu'une mère qui veut toujours combler son enfant pour se réparer elle-même et ne prend pas en compte, justement, dans certains moments, la détresse de l'enfant, etc., elle va, du coup, laisser son enfant dans l'impossibilité d'élaborer ses sentiments et de le lier à ses sentiments d'amour, ce qu'on appelle en clinique l'accès à l'ambivalence, la possibilité de lier l'amour à la haine, qui est une phase tout à fait capitale du développement de l'enfant. Alors justement, vous disiez, André Comte-Sponville, qu'on est donc coupable de ses actes mais innocent de soi, mais les actes peuvent être des actes psychiques. C'est-à-dire que, par exemple, l'agressivité ou la haine qu'on peut ressentir, enfin que le petit bébé peut ressentir vis-à-vis de sa mère, est-ce que vous considérez que ça peut être un acte? Et que là, il peut y avoir justement une possibilité, quand Nicole Jamet parle d'élaboration, c'est-à-dire de reprendre à son compte le fait qu'on peut ressentir ces choses-là. Écoutez, c'est une question de définition. Moi, je parlerais plutôt d'événements psychiques que d'actes, parce que pour moi, l'acte suppose le passage à l'acte, si vous voulez. Ça n'est pas la même chose d'avoir un fantasme de viol et de violer quelqu'un, si vous voulez. Le fantasme de viol, je dirais, il est moralement innocent. C'est un événement, vous avez ça dans l'esprit. Le viol, il est évidemment moralement et pénalement est-ce que c'est pas justement coupable, le fait qu'il y ait une culpabilité qui existe, enfin, qui est une sorte de force, ou un surmoi, comme vous disiez, qui fait qu'on reste au niveau du fantasme et qu'on ne passe pas à l'acte? Oui, mais bien sûr, mais alors, ce sur moi, si vous voulez, ça ne veut surtout pas de le supprimer. Alors, encore, ça sera encore une autre question. Il s'agit de le transformer. C'est bien que nous sommes d'accord là-dessus, mais l'un des contresens majeurs, parfois, dans le grand public sur la psychanalyse, c'est de croire que la psychanalyse serait une école du défoulement, si vous voulez, dont il faudrait supprimer le surmoi. Il n'en est bien sûr pas question. Si quelqu'un était attaché aux valeurs morales, c'était bien Freud. Alors, je crois qu'effectivement, ce sentiment de culpabilité initiale, inconscient, a sans doute, d'ailleurs, sa fonction, précisément pour nous faire entrer, mais
par le mauvais côté, comme dirait Marx. Vous savez, Marx disait l'histoire avance toujours par son mauvais côté. Je crois que c'est assez vrai aussi de l'histoire psychique. Donc nous rentrons, si l'on peut dire, dans la sphère de la morale par cette culpabilité inconsciente. Mais il s'agit de l'élaborer, il s'agit de passer non à une responsabilité consciente. Et alors c'est là, dans le devenir adulte, où je crois que la différence entre l'événement psychique, qui tout d'un coup, j'ai eu un fantasme de viol, et l'acte, c'est-à-dire le passage à l'acte, doit être absolument maintenu, si vous voulez. Moi, je ne crois pas du tout vrai ce qui est écrit dans les évangiles, si mon souvenir est exact, à savoir que celui qui a rêvé de l'adultère est aussi coupable que celui qui l'a commis. D'abord, je ne suis pas sûr que l'adultère soit une faute morale dans tous les cas, mais surtout parce que je crois qu'il y a une très grande différence et qu'il faut maintenir ouverte entre le fantasme, l'événement psychique, l'ambivalence. Haïr quelqu'un, bon, le sentiment est là en vous. La seule chose à faire, c'est d'accepter qu'il soit là en vous, de reconnaître, oui, en moi, il y a de la haine. Il y a peut-être de l'amour aussi, mais en moi, il y a de la haine. Oui, mais... En revanche, passer à l'acte, c'est-à-dire à la destruction de l'autre, à l'agression, je crois que pour l'adulte, la différence est extrêmement importante et doit être maintenue telle. Le problème, et là vous le savez mieux que moi, vous pourrez le dire mieux que moi, c'est que pour le très jeune enfant, cette différence-là, voilà, justement, il est hors d'état de la faire, évidemment. Voilà. Et alors, pour reconnaître la haine, justement, en soi, il n'y a pas 36 possibilités. Il y en a une, c'est que les expériences aimantes pèsent plus lourd que les expériences destructrices dans ce qu'on a vécu. Et donc, il faut qu'il y ait les deux. Et moi, c'est ce qui m'a éclairé dans le texte de vous que j'ai lu. Qu'il y ait plus d'expériences aimantes que d'expériences... Ah oui, non, oui. Les deux, mais c'est quand même là, mais que ça pèse plus lourd. Et alors, puisque vous disiez qu'on allait parler de Moïse, puisque j'ai écrit sur Moïse, je crois que ce qui est intéressant, c'est que précisément, on va voir dans le parcours d'enfance et d'adolescence de Moïse, justement, quelque chose qui n'a pas pu se faire dans l'enfance et qui va se faire plus tard, et comment on peut élaborer la culpabilité. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est que Moïse, enfin vous vous souvenez, il a été livré à la noyade comme les autres petits Hébreux, et que lui, il en a réchappé parce que la princesse a eu compassion de lui. Elle le regarde avec compassion. Donc là, c'est l'amour qui... Enfin, vous disiez des expériences aimantes. Oui, une expérience aimante, c'est une expérience d'alliance, parce qu'elle fait alliance avec la mère et avec la sœur qui regarde. Enfin bon, c'est pas notre sujet. Non, mais ça illustre bien. Donc oui, vous pouvez tout à fait le... Et alors, du coup, la princesse le sauve et il est élevé à la cour de Pharaon. Mais la princesse l'a sauvé contre son père, c'est-à-dire qu'elle lui fait vivre quelque chose d'incestuel. Contre son père à elle? Contre ce père à lui. À lui. À elle. Oui, d'accord, contre le pharaon, d'accord. Bien sûr. Donc, elle lui fait vivre parce qu'elle lui signifie, à travers cet acte de salut, qu'elle le préfère à son père. Et Pharaon est vécu comme celui qui tue tous ses frères. Donc il ne peut que rester dans un clivage entre un père tout mauvais et une princesse idéale toute bonne qui sauve les enfants malheureux, etc. Bon, et ce clivage va faire que, en fait, il n'a pas pu élaborer ses sentiments, et tout à coup, un jour, il rencontre un Égyptien, et il veut, un Égyptien qui est roué de coups, un Hébreu qui est roué de coups par un Égyptien, il veut aider cet Hébreu et il tue l'Égyptien. Et on peut entendre ce meurtre comme un meurtre un substitut de Pharaon, si vous voulez. Il agit sa haine sans le savoir et sans loi. Il ne se réfère à aucune loi, à aucun... il est dans l'omnipotence comme Pharaon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est obligé de fuir. Il part à l'étranger. Il est obligé de fuir. Et il part à Madian. Et là, à Madian, il rencontre un autre père qui va venir faire contrepoids à Pharaon, parce que c'est un père qui l'accueille, qui lui ouvre sa table, qui lui donne sa fille en mariage. Et là, il va pendant 40 ans être... il va être l'époux de cette fille de Jéthro. Il va être berger. Alors 40 ans, c'est un chiffre symbolique dans la Bible, c'est un chiffre parfait. Et c'est seulement là qu'il va réélaborer tous ses sentiments de culpabilité, et que son surmoi de persécuteur, du fait qu'il voulait prendre la place de Pharaon, et maintenant il a renoncé à prendre la place d'un père, du coup son surmoi est devenu bienveillant, et à ce moment-là, il va pouvoir réentendre les clameurs du peuple qui est resté en esclavage, etc. Alors, je parle beaucoup. C'est facile. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que jusque-là, il n'avait pas pu réentendre les cris de souffrance de ses frères. Et il y a une expérience que Selma Freiberg raconte dans
les fantômes de la chambre d'enfant, elle raconte qu'il y avait des jeunes filles aux États-Unis qui laissaient pleurer leur bébé et qui prétendaient ne pas les entendre, etc. Et alors, il y a des assistantes sociales qui sont venues et qui ont écouté ces jeunes femmes. Et il y en a une qui a été prise en psychothérapie. Et alors, finalement, elle a raconté combien elle avait été abandonnée aux caprices de sa mère, qui la prenait, qui la délaissait, qui ceci, qui cela. Et tout à coup, dans le regard de l'assistante sociale, qui la regarde avec bienveillance, elle a pu se mettre à pleurer sur elle-même. Et à ce moment-là, elle entend. La nuit suivante, elle va entendre son bébé pleurer, alors que jusque-là, elle ne pouvait pas l'entendre. La culpabilité était tellement forte, même si c'était pas elle qui devait être coupable. Mais il y a aussi une culpabilité transgénérationnelle. En fait, je veux dire, on est aussi coupable d'avoir eu une mère qui vous abandonne. C'est ça qui est terrible. Oui, non, c'est pour ça que miséricorde bien ordonnée commence par soi-même en droit. Mais en fait, non. Parce qu'effectivement, il faut être pris dans la compassion ou la miséricorde de l'autre, je crois, pour arriver à se pardonner à soi. Alors c'est là où, pour le rôle des mères et des pères, c'est tellement important. Et je disais, ce qui m'a éclairé dans votre livre, c'est justement le sentiment qu'une mère tellement aimante, entre guillemets, qu'elle ne fait aucune différence entre les moments où son gamin est adorable, lui-même aimant, et les moments où il est agressif, méchant, violent, elle est plutôt déstructurante pour l'enfant. C'est-à-dire que, et je crois que c'est ça un peu le secret, il y avait peut-être un message à faire passer pour ce qui est du public qui nous regarde, c'est que l'amour de la mère pour son enfant, ou du père pour son enfant, est ou doit être un amour inconditionnel, mais pas indifférencié. Inconditionnel, parce qu'évidemment l'enfant doit sentir qu'on l'aime de toute façon, que l'amour n'est pas en discussion, son existence est avérée, mais pas indifférencié au sens où il faut qu'effectivement l'enfant sente qu'il y a des moments où sa mère l'aime beaucoup parce qu'il est facile à aimer, il est agréable, il est gentil, il est mignon, puis d'autres moments où il en a marre, où il est en colère, où il a de l'agressivité, peut-être même parfois de la haine. Et je crois que cette différence-là, cette espèce de polarisation dans et par l'ambivalence des sentiments de la mère pour son enfant et donc de l'enfant pour sa mère, doivent être acceptés comme tels. Et alors qu'à l'inverse, il y a une espèce de bain d'amour prétendu qui se joue dans la mauvaise foi, parce que toute mère, tout père a ses moments de colère, d'épuisement, d'agacement, de violence. Enfin, la mauvaise foi, au sens sartrien du terme, si vous voulez. Ça peut être la méconnaissance. Non, mais ça peut être la méconnaissance, ça peut être l'inconscient, mais qui n'est pas une qualité d'amour forcément authentique, mais qui est plutôt la dénégation de l'ambivalence. Et je crois que la meilleure façon d'assumer cet amour inconditionnel, qui n'est pas indifférencié, c'est justement d'accepter qu'il soit, comme tout amour humain, parfois ou toujours ambivalent. Oui, seulement pour pouvoir accepter l'ambivalence, il faut avoir une sécurité interne que certains parents n'ont pas. Et la panique des parents quand ils doivent punir l'enfant ou montrer leur agressivité, etc., c'est tout à coup de se dire « mais mon enfant ne va plus m'aimer ». Et quand on n'a pas de certitude à l'intérieur de soi qu'on est aimable, on ne peut pas se permettre d'exprimer son agressivité, de punir, etc. Et c'est le drame d'énormément de parents et de beaucoup de parents aujourd'hui qu'on voit en consultation. C'est-à-dire que cette incapacité finalement à reconnaître... À manier l'agressivité. À manier l'agressivité de leur enfant et la leur. La leur surtout. Manier leur agressivité. Ça, je rejoins tout à fait. Alors, et c'est donc la notion de punition qui apparaît là, qui est que il est très important pour un enfant d'être à certains moments, enfin dans les moments justement où il va lui-même manifester son agressivité, sa haine, etc., de pouvoir être sanctionné par la punition qui vient finalement reconnaître ce mouvement-là. Mais par une punition qui est ajustée à ce qui a été fait. Oui, non, bien entendu. On n'est pas en train de faire l'apologie de l'enfant placard. Mais une punition qui est ajustée et où l'enfant se sent reconnu. Alors, il faut qu'il se sente reconnu dans ce qu'il fait de bien et de mal, mais qu'on lui donne la possibilité de réparer. Et les mères comblantes ne donnent pas cette possibilité, et du coup, elles étouffent l'enfant sous leur soi-disant bienveillance, mais parce que pour que l'enfant puisse accéder, alors vous parlez de miséricorde, bon, moi je parlerais de souci pour l'autre, hein, c'est la même, ça rejoint les mêmes choses, hein, et parce que c'est terrible. J'ai beaucoup travaillé la recherche de Proust et Marcel Proust. C'est terrible. Il est jamais pris en compte dans ce qu'il fait. Il y a une espèce d'indifférence parentale absolument
absolument terrible. Il n'est pris en compte que quand il dérange. Et alors, il dit, je pouvais pleurer sans péché, et en même temps, il dit, les sanglots n'ont jamais cessé. Enfin, une espèce de désespoir dans lequel il est précipité. Et je crois que il n'a pas rencontré justement un regard dans lequel il puisse se réunifier. Et il est laissé avec sa détresse une part de lui qu'il ne va plus pouvoir assumer, rendre consciente, etc. Mais qui reste là comme une force destructrice et comme une force agissante en lui sous forme inconsciente. Hein. Alors justement, quand il n'y a pas rencontre finalement de la punition, si je puis dire, ou de l'agressivité du parent, enfin quand tout ça ne peut pas se mettre en place, votre livre s'appelle Les destins de la culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Alors parce qu'on a l'impression qu'il y a parfois chez des sujets qui finalement prennent sur eux de devenir leur propre punisseurs, enfin qui finalement sont dans une destinée d'auto-punition permanente, alors avec des gens qui ont ou alors ceux qui échappent totalement à la culpabilité, et évidemment à ce moment-là, qui renvoient sans cesse la faute sur l'autre, et à ce moment-là, on retourne peut-être à la question de la responsabilité. Oui. Mais oui, je crois qu'effectivement, il est très important que la culpabilité puisse accéder à la conscience, mais alors, je crois très fort à l'importance des rencontres au cours de la vie. Et je pense... Alors, bon, dans La cousine bête de Balzac, ce qui est terrible, par exemple, c'est cette espèce de clivage qui va s'opérer entre Adeline et Hector. Hector, il se vit comme un vaurien qui ne peut qu'aller voir des filles prostituées, etc., qui dépense tout l'argent, qui met la famille dans une situation impossible, etc. Et Adeline se présente comme la belle âme, au sens hegelien, celle qui ne se plaint jamais, qui est un ange de perfection, etc. Et alors, le pauvre Hector, à un certain moment, il dit, mais oui, toi, tu es une sainte, et moi, je suis un lamentable bonhomme, et elle l'enfonce dans sa culpabilité. Et alors là, je crois au rôle de l'affrontement, de pouvoir parler les choses, si elle avait pu aussi parler, lui dire sa souffrance. En fait, ils refusent l'un et l'autre la souffrance. Elle refuse la souffrance de partager la détresse de son mari, et lui, il refuse de prendre en compte tous ces... Mais je crois que dans l'affrontement, dans le conflit, il y a une possibilité de rejouer les problèmes de l'enfance et de rejouer cette possibilité de reprendre en soi. Si l'autre continue... Alors, il faut que le lien dure. Il faut qu'il y ait... si effectivement on se sépare... mais si le lien dure et qu'on peut s'affronter, ne pas être d'accord, dire à l'autre que c'est pas possible de vivre des choses comme ça, etc., et qu'on peut continuer à s'aimer, il y a une chance pour celui qui vit sa détresse de relier l'amour à la haine et peut-être de faire un travail en dehors de la psychanalyse, même si la psychanalyse reste la voie royale. Oui. Ce qui suppose, bien sûr, que l'amour soit présent, soit avéré, y compris dans son ambivalence, mais aussi que la loi soit avérée. Alors, la mère et le père, pour prendre des catégories un peu massives, si vous voulez. Même si la mère peut interdire aussi, et si le père n'est pas dispensé d'aimer. Et alors je crois que l'un des problèmes d'aujourd'hui, des enfants et des parents donc d'aujourd'hui, c'est que l'amour est célébré partout, y compris dans l'excès et la dénégation de son ambivalence, et que la loi est extrêmement fragilisée, parce que pour les père et mère 68ards que nous sommes, finalement, on est un peu resté sur le fameux « il est interdit d'interdire ». Moi, je crois au contraire qu'il faut que quand un enfant se cogne contre un mur, il comprenne que ça fait mal. Encore faut-il qu'il y ait un mur. Ce que Freud appelle le surmoi, donc l'instance de la moralité dans l'appareil psychique, Freud le définit comme l'intériorisation des interdits parentaux. Autrement dit, les parents interdisent ceci et cela aux enfants, et puis l'enfant finit par interdire l'interdit, et c'est ce qu'on appelle la morale. Encore faut-il qu'il y ait des interdits. Si bien que bien loin qu'il soit interdit d'interdire, je dirais, quand on a des enfants, il est interdit de ne pas interdire. Oui. Et puisqu'il n'y a pas de loi sans sanction, il est en effet interdit de ne pas punir parfois, même si la punition doit être juste, proportionnée, on ne va pas tomber évidemment dans le sadisme, et parfois la frontière est floue, étroite, bien sûr, mais c'est l'une des difficultés est là. Mais je crois qu'en effet, l'enfant a besoin d'être puni
parfois, justement parce que c'est lui faire le cadeau d'une faute qui est reconnue, qui est acceptée et qui est dépassée. Et le problème du petit Marcel, c'est qu'il n'est jamais puni. Et donc, une fois il pleure pour voir le baiser du soir, hein, il va en être névrosé, si j'ose dire, toute sa vie. Attendez, le baiser du soir, il faut dire que le père laisse sa place. Oui, non, d'accord, on ne va pas faire l'analyse. Non, mais d'accord. Je crois que c'est très important, cette idée. L'amour, la loi, la sanction, mais pas la sanction pour enfermer l'enfant dans la culpabilité, au contraire pour le permettre d'en sortir, précisément. C'est-à-dire qu'il paye ses comptes à la famille, comme d'autres le paieraient à la société. D'en sortir et de renforcer son narcissisme. Parce que le fait de réparer le rend meilleur. Hein, et il y a du bon qui se réemmagasine contre du mauvais, et donc ça le renarcissise. Et c'est ça qui est tellement important. Mais je crois que ce qui est très important dans ce que vous dites tous les deux, parce que vous avez l'air quand même très d'accord là-dessus, c'est que la punition, ou en tout cas la loi, qui est là avant la punition, parce qu'il ne peut pas y avoir de punition si on n'a pas déjà instauré la loi, est quelque chose qui, psychiquement, si on essaye de reprendre les choses dans ces termes-là, est très constructif et très important, et même soulage l'enfant, contrairement à ce qu'on peut penser. La loi est structurante. Mais oui. Et l'amour aussi. Mais je crois qu'il faut les deux, précisément. Et encore une fois, une partie des problèmes de l'époque, notamment dans nos écoles, il faut parler aussi du problème de la loi et de la sanction à l'école, mais tient à cette espèce de sous-valorisation du pôle de la loi pour toutes sortes de raisons sociales, culturelles. Mais je crois qu'aujourd'hui, il s'agit en effet de redonner du sens à la loi, au respect de la loi, mais ça veut dire encore une fois aussi à l'idée de sanction, parce que le problème dans les écoles, pour prendre un autre exemple, mais qui est important aussi aujourd'hui, c'est que tout le monde dit il faut redonner aux élèves le sens du respect de la loi, très bien, mais on oublie toujours de dire qu'il n'y a pas de loi sans sanction. Et la question à l'école, c'est quelles sont les sanctions possibles, quelles sont les sanctions opératoires, justes, adaptées, efficaces, puisqu'au fond, la question se pose aussi dans ces termes. Et puis, c'est vrai, au fond, à l'échelle de la société, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir comment, sans retomber dans cette morale culpabilisatrice de jadis, si vous voulez, assumer ce que j'appelais cette morale de la responsabilité, et en cas de violation de la loi, quelles sont les sanctions qui sont possibles, qui sont nécessaires, qui sont justes, qui sont efficace. Je crois que plusieurs des problèmes de l'époque tournent autour, au fond, de ces deux notions de culpabilité et de responsabilité. La culpabilité, il faut l'accepter pour finalement en sortir, pour la dépasser. La responsabilité, je dirais, il faut l'accepter pour y pénétrer. Seulement, la loi, elle ne peut apparaître juste pour un enfant que si les parents s'y soumettent. Ça va aussi pour les citoyens et pour les élèves. Exactement. Et si je reviens, alors du coup je reviens à Moïse, mais en Égypte, il y a l'arbitraire de Pharaon et il n'y a pas de loi juste qui permettrait un partage des droits et des devoirs. Et là, du coup, il ne peut pas se situer, Moïse. Et alors c'est intéressant parce que du coup, ça devient l'horizon d'attente pour les 10 commandements. Alors, vaste programme des 10 commandements, mais effectivement, on revient sur la loi. Il nous reste vraiment très peu de temps, mais je voudrais qu'on termine l'émission justement sur ce que vous étiez en train de dire par rapport à la loi. La culpabilité, on la définit finalement au début comme étant quelque chose dont on était prisonnier. On peut être prisonnier. Et vous, André Comte-Sponville, vous la définissiez au contraire comme étant ce qui permet finalement, si elle est élaborée ou travaillée ou structurée, comme étant ce qui va nous permettre d'accéder à la responsabilité et à la liberté. Donc, je crois que ce n'est pas contradictoire, c'est la grande leçon de Freud, c'est qu'il faut accepter qu'on soit d'abord prisonnier pour pouvoir se libérer, précisément. Autrement dit, la vérité de la psychanalyse, me semble-t-il, mais formulée en termes philosophiques, c'est que on ne naît pas libre, on le devient. C'est-à-dire que la pensée de Freud n'est pas une pensée du libre arbitre, comme celle de Sartre, c'est une pensée de la libération. Et c'est pour moi ce qui fait et sa profondeur et son prix. Oui, non, mais vous êtes d'accord avec ça, Nicole Janet? Donc là, il y a rencontre entre... Alors qu'on était parti sur ce désaccord. Je suis entièrement d'accord. Et cette culpabilité consciente, elle est très très importante, puisqu'elle est un autre nom d'être concerné, du fait d'être concerné par l'autre ou de prendre l'autre en compte, du souci pour l'autre, de la responsabilité. Alors là, je vous rejoins totalement. Bon, alors écoutez, on ne va pas aller plus loin puisque vous êtes on va terminer sur ce point d'accord. Je vous remercie tous les deux pour ce voyage à travers la culpabilité. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez à Santé Vie, 28 rue François 1er, 75 008 Paris. Notre site internet psy@santé-vie.com. Vous y retrouverez les ouvrages de nos invités. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.